Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré.
En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos.
Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité, et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir. Mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie, et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile. Il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a 2 façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'ils se rencontrent de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir.
C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. La constellation d'Orion est la plus brillante de la voûte céleste. Orion se trouve dans le ciel nocturne pendant les mois d'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues. Cela fait d'Orion la constellation la plus reconnaissable pour presque tout le monde. La plupart des étoiles ne semblent pas tellement bouger ou changer de position dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont statiques, c'est parce que notre Soleil se déplace avec elles à environ 777 000 km/h. C'est une grande parade qui orbite ensemble autour de la Voie lactée. Les 3 étoiles qui forment l'astérisme, ou figure d'étoile, de la ceinture d'Orion apparaissent dans la même position depuis plusieurs milliers d'années. Il existe une théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient utilisé les étoiles de la ceinture d'Orion comme modèle pour placer les pyramides de Gizeh. L'étoile la plus brillante de la ceinture d'Orion est celle du milieu, appelée Al-Nilam. C'est en rapport avec son emplacement qu'aurait été placée la grande pyramide de Khéops, haute de 147 mètres. À l'ouest de Khéops, et dans l'alignement précis de celle-ci, se trouve la pyramide de Képhren, haute de 144 mètres. C'est exactement là que l'étoile Al-Nitak est alignée sur l'étoile brillante du milieu de la ceinture. À l'est de Khéops, là où l'étoile la plus pâle de la ceinture d'Orion, Mintaka, est légèrement décalée par rapport aux 2 autres, se trouve la plus petite des 3 pyramides. Mykérinos fait 65 mètres de haut et est légèrement décalée par rapport aux 2 autres pyramides. Ce seul exemple permet d'illustrer le profond impact que la constellation d'Orion a eu sur l'histoire de l'humanité. La figure d'Orion, de taille héroïque, a inspiré les Grecs anciens à créer une histoire semblable à une tapisserie. Elle implique 6 autres constellations réparties dans le ciel d'hiver, de printemps et d'été. Voyons ce que cette histoire nous raconte. Orion est représenté comme un chasseur. À l'époque, la chasse était un sujet important car les chasseurs fournissaient une bonne partie de la nourriture. Il y a donc beaucoup de choses liées à cette constellation.
toute la chaîne alimentaire, en fait. Dans le ciel, Orion est en lutte avec la constellation du Taureau. Sauf que le Taureau n'est pas vraiment un taureau, c'est un auroch. Les aurochs sont aujourd'hui éteints, mais ils étaient autrefois très nombreux en Europe. Mesurant 1,80 m au garrot, avec de longues cornes pointues, les aurochs étaient des créatures puissantes et redoutables. Une grotte en Espagne est remplie de magnifiques peintures d'aurochs. Ces dessins datent d'il y a 15 000 ans. Dessinés de façon délicate, avec des pigments qui ne se sont pas effacés au cours des 150 derniers siècles, les renflements de la roche ressortent en 3 dimensions, comme les muscles des épaules des aurochs. La constellation du Taureau, ou auroch, se trouve également dans la grotte avec les célèbres amas d'étoiles, les Pléiades sur le dos et les Hyades sur son museau. Sur Internet, tu peux faire une visite virtuelle passionnante de cette grotte des taureaux pleine d'aurochs. On aurait peut-être dû la nommer Grotte des aurochs. Récemment, la signature ADN complète d'un auroch a été retrouvée sur un squelette bien préservé. Et les scientifiques espèrent faire renaître ces animaux. Aldébaran est l'étoile géante rouge et brillante qui marque l'œil du taureau. Les taureaux, lorsqu'ils sont en colère, ont toujours ce regard couleur sang. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mille, ou bull's eye, sur une cible de fléchette ou de tir à l'arc, est toujours rouge. Derrière Orion se cache Léo le lion. Et oui, les lions ne vivent pas seulement en Afrique. La grotte des taureaux abrite aussi une peinture de Léo le lion. En effet, les hommes préhistoriques dessinaient aussi les constellations du zodiaque. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Orion se débarrasse à la fois du taureau et du lion. Et là, l'histoire devient intéressante. Orion affirme dans son moment de triomphe « Je peux vaincre tous les animaux que je veux ». L'orgueil d'Orion devient le centre de ce drame céleste lorsque Gaïa, ou la Terre, décide de s'en mêler. Les paroles d'Orion auraient pu résonner dans le monde entier. Il faut se figurer l'époque de la préhistoire, lorsque la civilisation humaine passait d'une société tribale de chasseurs-cueilleurs nomades à une société agraire et sédentaire. Cette dernière a développé des villages et des villes il y a près de 12 000 ans. La population humaine augmentait et les réserves de nourriture diminuaient. Il aurait fallu faire quelque chose à propos d'Orion et de tous les chasseurs, sans quoi la croissance démographique serait entravée. Maintenant, faisons entrer Gaïa dans l'histoire, mais pas dans le ciel. Il n'y a pas de constellation nommée Gaïa dans les cieux. Gaïa est la Terre, née sans parents, directement du chaos élémentaire. Gaïa est la personnification féminine de notre planète, et le mot lui-même signifie « sol ». Tu pourrais être intéressé par une théorie scientifique moderne qui personnifie également la Terre comme un organisme vivant. Elle s'appelle la théorie Gaïa et est apparue pour la première fois dans les années 70. La théorie Gaïa présente la Terre comme une biosphère, comme si elle était vivante elle-même. Elle affirme que tous les composants de la planète fonctionnent ensemble comme un seul système dynamique, totalement interconnecté. C'est ce qu'on appelle la symbiose ou la synergie. Ensemble, ils produisent les conditions idéales pour la vie. La vie s'adapte pour réguler l'atmosphère à 21% d'oxygène, la salinité des océans à un maximum de 24,7% et les températures planétaires autour de 14 degrés Celsius. Pour illustrer la façon dont la vie s'adapte afin de maintenir le contrôle des changements de température planétaire, les auteurs de la théorie Gaïa ont créé la planète fictive Daisy World. Daisy World est entièrement recouverte de marguerites blanches et noires. Lorsque le soleil devient trop chaud, les marguerites noires commencent à disparaître, tandis que les marguerites blanches augmentent en population. La blancheur de ces fleurs reflète la lumière du soleil et la planète se refroidit. Si le soleil n'est pas assez chaud, les marguerites blanches voient leur population réduite et le nombre de marguerites noires augmente. Les fleurs noires absorbent la lumière du soleil et la planète se réchauffe. C'est Gaïa à l'œuvre. C'est en gros le même principe qui a créé l'oxygène et produit la couche d'ozone dans l'atmosphère. Cette couche aide à bloquer les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Les scientifiques ont mis du temps à accepter la théorie Gaïa en raison du manque de preuves convaincantes. Mais de nos jours, nous disposons de superordinateurs capables d'apprendre seuls et dotés d'une intelligence artificielle. Ils permettront probablement d'intégrer les systèmes biologiques et géologiques de la Terre. Ainsi, nous pourrions avoir une image claire de la façon dont la planète fonctionne comme une biosphère autosuffisante. Maintenant, revenons à l'histoire d'Orion et voyons comment Gaïa s'est occupée du problème que l'hubris d'Orion a créé pour la planète. De toute évidence, Gaïa ne pouvait pas envoyer d'animaux plus féroces qu'un lion ou un auroch pour soumettre Orion. Alors Gaïa a fait plus petit. Elle a choisi un scorpion venimeux pour faire le travail, et il a fait le sale boulot.
En été, la constellation du Scorpion rampe presque à la même latitude que le pied d'Orion. Le Scorpion est peut-être un petit animal de la même famille des arachnides que les araignées et les tiques, mais dans le ciel, le Scorpion est la 33e plus grande constellation sur les 88 qui existent. Il existe une règle générale selon laquelle plus une constellation est grande, plus il est probable qu'elle ait été repérée il y a longtemps par les premiers observateurs des astres. Ils avaient le choix des étoiles, premier arrivé, premier servi. Ils ont donc créé les grandes constellations en premier et les petites constellations plus tard. Si tu étais le premier dans la file d'attente d'un buffet, ne prendrais-tu pas de grandes portions en laissant les petits restes pour les autres? En commençant par ce gâteau au chocolat, par exemple. Dans cette histoire d'Orion, nous avons une collection de grandes constellations bien visibles, comme le Lion, le Taureau, Orion et le Scorpion, ce qui confirme la grande ancienneté de cette histoire. 3 constellations plus petites, le Lièvre, le Grand Chien et le Petit Chien, les 2 chiens de chasse d'Orion, complètent la tapisserie d'étoiles et ajoutent une intrigue secondaire intéressante. Ce que nous avons alors est une fable présentant 2 visions du monde, ou cosmologies différentes, celle de Gaïa et celle d'Orion. L'une est féminine et l'autre est classiquement masculine. L'une s'engage à dominer le monde naturel, c'est l'archétype d'Orion. L'autre est engagée dans la survie de la planète envers toutes les circonstances, c'est Gaïa. Les 2 peuvent sembler opposées, mais peut-être sont-elles complémentaires. Orion et le Scorpion se trouvent aux côtés opposés du ciel, l'un en hiver, l'autre en été. Ils agissent comme 2 pôles, nord et sud, du même aimant, notre planète. C'est ce que nous voyons se produire de nos jours. La science et la technologie deviennent de plus en plus sensibles à l'environnement naturel. Des myriades de satellites surveillent la biosphère de la Terre. Gaïa et Orion commencent à travailler ensemble vers ce que les Grecs anciens appelaient Kalo-Kagatia ou harmonie. C'est ce que nous appelons synergie et symbiose de nos jours. Faisons en sorte que cette synergie reste forte.